Une femme de 45 ans aujourd'hui, OK, il faut que tu sois in shape. Il faut que tes enfants soient parfaits. Il faut que tu aies une belle job. Tout ça, c'est en ayant une maison parfaite. On est comme des souris, là, des hamsters qui tournent la roue indéfiniment. 15 minutes représentent 1,6 % de la journée réveillée. Alors, quelqu'un qui me dit « je n'ai pas 15 minutes à investir pour voir si je suis bien dans ma propre vie et prendre soin de moi », ben c'est une très bonne raison pour l'anxiété de venir se manifester et dire « Hey, tu es en train de disparaître de ta propre vie. Tu me dis que tu n'as même pas 1,6 % de ta journée à investir pour toi. » Si vous arriviez face à l'anxiété, est-ce que ça vous ferait sentir plus comme si vous rencontriez Darth Vader, qui est clairement pas un personnage sympathique? Ça vous ferait sentir comme si vous rencontriez Batman, Mickey Mouse ou un mignon? Alors, vous ne serez pas tellement surpris que les gens me répondent à peu près à 99 % Darth Vader. Alors que c'est tout le contraire. Et c'est un peu ça le message du livre que je veux amener. Mais il y a un rôle de protecteur. Je pense qu'on a la phobie de l'ennui dans la société actuelle. Alors, on est tout le temps en train de s'occuper à toutes sortes de choses. On veut pas que nos enfants s'ennuient. Et je pense que c'est un des éléments qui amène l'anxiété parce que l'ennui, c'est nécessaire. Bonjour et bienvenue sur 4e de couverture. On court tous un marathon dont on n'a pas choisi la ligne d'arrivée. Travail, famille, performance et soudain, le corps lâche. On pense être seul, mais un personnage vient de s'inviter chez nous sans demander la permission. Il s'appelle anxiété. Aujourd'hui, sur 4e de couverture, on décode l'anxiété non pas comme une maladie, mais comme un colocataire envahissant qui a peut-être un message à nous livrer. J'ai le grand plaisir de recevoir l'auteur, la conférencière et l'ergothérapeute Christine Chartier pour son roman Ank, H-A-N-K-siété. Bonjour, Christine. Bonjour, Jocelyne. Christine, on s'est rencontrés dans un salon et puis c'est le titre du livre qui m'a vraiment intriguée. Puis j'ai voulu en savoir plus. Et puis je me demandais, c'est qui Ank pour vous? Est-ce que c'est plus un monstre ou est-ce que c'est plus un messager? Ah, c'est clairement plus un messager. Et puis, je m'amuse justement quand je vais dans les salons du livre à faire un jeu avec les participants. Je ne sais pas si vous aviez fait le jeu quand on s'était rencontrés, mais en fait, je leur demande aux gens leur perception un peu de ce fameux personnage anxiété. Alors, je leur dis, si vous arriviez face à l'anxiété, est-ce que ça vous ferait sentir plus comme si vous rencontriez Darth Vader, qui est clairement pas un personnage sympathique? Ça vous ferait sentir comme si vous rencontriez Batman, Mickey Mouse ou un mignon. Alors, vous ne serez pas tellement surpris que les gens me répondent à peu près à 99 % Darth Vader. Alors, le monsieur anxiété est vraiment pas bonne réputation. Il est vraiment comme perçu comme étant quelque chose justement de dangereux, quelque chose qu'on veut éviter, quelque chose de menaçant. Alors que c'est tout le contraire. Et c'est un peu ça le message du livre que je veux amener, c'est qu'on veut essayer de convertir notre perception que anxiété est Darth Vader à Batman. On s'entend, Batman, c'est pas un personnage jovial, hop la vie, là. Pas quelqu'un de très joyeux. De prime abord, non, mais effectivement. il y a un rôle de protecteur, contrairement à Darth Vader, qui est juste la pure méchanceté. Alors, c'est d'amener tranquillement les gens, et c'est ce que le livre essaye de transmettre, ce message-là, de convertir notre perception de l'anxiété en quelque chose de bienveillant plutôt que quelque chose de menaçant. Alors, c'est ce que je veux dire. Mais pour aider Julie un tout petit peu dans son voyage, mettons dans le passé, à rentrer dans sa tête aussi, etc. Il n'y avait pas juste anxiété, là. Il avait aussi été accompagné de Angela, si je me souviens bien. C'était ça son prénom. Pourquoi est-ce que vous avez allié les deux? Ben, en fait, c'est que il y a une anxiété nous amène à réfléchir. Dans le fond, son message, puis quand on parle à anxiété, ben, les effets que ça a, c'est de ralentir les gens. Quand il vient cohabiter chez nous, ben, ça nous ralentit, ça nous empêche d'être 100% fonctionnel. Alors, l'idée derrière ça, c'est de nous ralentir pour nous permettre de faire cette exploration intérieure-là. Et c'est là que j'ai choisi d'amener Angela, que je veux pas révéler un peu le punch de c'est qui Angela, mais on a tous en soi quelqu'un qui est capable de nous accompagner dans cette recherche intérieure-là.
qu'on peut venir faire pour comprendre, en fait, pourquoi anxiété vient nous visiter. Parce que c'est pas un hasard, il est pas Mhm. là juste pour nous embêter. Alors, il y a une raison pour laquelle il se manifeste. Et puis souvent, les gens, soit en thérapie ou dans les salons du livre, je rencontre des gens qui me disent, ah ben moi, des fois les gens me disent, ils arrivent devant justement le titre qui est le jeu de mots qui est accrocheur, et les gens me disent, c'est moi anxiété. Ils se sont eux-mêmes personnifiés comme étant l'anxiété même. Anxiété, il est là pour une raison. Et des fois, les gens justement se sont personnifiés eux-mêmes comme étant Monsieur Anxiété. Alors que c'est faux, que ça reste un personnage qui nous habite et qui peut venir nous rencontrer. Et quand les gens ont l'impression qu'ils sont devenus eux-mêmes, que leur identité complète et l'anxiété elle-même, ben c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils cohabitent avec ce personnage-là, qu'ils ont perdu cette distance avec le personnage d'anxiété et eux-mêmes. Alors, dans ce temps-là, mais je les invite au fait que c'est tout de même possible de se retrouver dans ce processus. Les gens, parfois, se sont identifiés eux-mêmes à l'anxiété. Les gens arrivent à mon kiosque et ils me disent, c'est moi, ça, anxiété. Comme s'ils ont Ah ouais. perdu toute distance avec l'anxiété. Ça fait tellement longtemps que anxiété cohabite avec eux, qu'ils ont perdu, il y a plus de différence, là, d'identité entre le personnage d'anxiété et eux-mêmes. Alors, c'est Mhm. pour ça aussi que j'ai amené un autre personnage, qui est celui d'Angela, pour aider justement à établir un discours, étant donné que eux se sont comme carrément associés, sont devenus anxiété eux-mêmes, ben, les aider à prendre ce recul-là, puis à dire, bon, OK, une tierce personne qui aide à rétablir cette distance-là, puis à réouvrir le discours avec l'anxiété. L'idée Mhm, étant je tout le temps comprends, de comprendre qu'est-ce que tu viens faire dans ma vie. je comprends. Mais vous êtes, écoutez, vous avez une carrière d'ergothérapie. Vous avez passé beaucoup de temps là-dedans. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur l'anxiété et pourquoi avoir choisi la fiction? Parce que vous auriez pu faire aussi genre un guide ou, I don't know, un manuel. Pourquoi avoir choisi la fiction, le roman pour y arriver? En fait, c'est que je suis ergothérapeute depuis 30 ans, environ une quinzaine d'années en santé mentale, et l'ergothérapie est une pratique moins connue que, par exemple, la psychologie dans un contexte de santé mentale. Et ça arrivait souvent quand les gens m'étaient référés qu'ils avaient déjà été suivis par un psychologue ou étaient encore suivis par un psychologue depuis un moment, ce qui faisait en sorte qu'ils avaient déjà entendu parler d'anxiété avant. Et moi, je me disais, bon, il faut que j'amène une nouvelle approche, un nouvel angle, une différente façon d'aborder ça, pour pas juste leur répéter ce qui leur a déjà été dit, puisqu'ils sont dans mon bureau, donc clairement, il y a encore quelque chose Ouais. à travailler à ce niveau-là. Alors, ça m'a amené à développer une façon d'approcher l'anxiété, d'aborder l'anxiété pour en trouver la source, pour me rendre compte que finalement, il y avait comme des thématiques communes qui revenait d'un client à l'autre quand on explorait les sources de l'anxiété. Et ça m'a donné l'idée justement d'écrire ce livre-là. Et pourquoi pas un manuel? C'est parce qu'il y en existe déjà beaucoup, des manuels et des ouvrages comme ça qui tentent de donner des stratégies aussi beaucoup de gestion d'anxiété. Moi, l'idée Ouais. était de faire une démarche différente, plus d'exploration de soi, travaillant déjà avec beaucoup de clients. Les gens, c'est lourd. Les gens ont souvent de la difficulté à se concentrer quand ils sont dans des contextes anxieux. Et puis, je me disais, ça va pas nécessairement leur tenter d'aller lire un ouvrage là, très, très sérieux où on donne des stratégies et tout ça. Alors, l'idée d'amener ça sous forme de roman, puis c'est souvent les commentaires que j'ai eus, ah, ben, tu sais, c'est rafraîchissant, c'est plus léger comme lecture, Mhm. c'est facile à lire, c'est un livre qui est court aussi et c'est fait Ouais. exprès parce que justement les gens qui souffrent d'anxiété ont pas le goût de lire une grosse brique de 300 pages avec des références scientifiques et tout ça. Tu sais. Alors c'est pas un livre qui est à proprement dit un ouvrage thérapeutique. L'idée c'est vraiment de venir inspirer les gens à dire ah, regarde, c'est possible de faire cette recherche-là, que les gens se reconnaissent à travers le personnage. Ça me fait très plaisir quand des lecteurs me reviennent et me disent, je me suis reconnu dans le personnage, puis j'aurais aimé ça lire ça quand j'ai passé telle épreuve, quand j'ai justement quand anxiété a aménagé chez nous il y a quelques années. J'aurais aimé ça lire cet ouvrage-là. Ça m'aurait donné des pistes sur comment je peux Ouais. comprendre pourquoi je vis ça. Tu sais. Effectivement, c'est frais, là, c'est facile à lire et comme vous dites, c'est pas super lourd, ça se lit quand même assez rapidement. Oui. Vous avez dit tantôt quelque chose qui m'a intriguée, vous avez dit les gens ne connaissent pas vraiment c'est quoi l'ergothérapie, en quoi ça consiste et c'est vrai. Du coup, vous, en tant qu'ergothérapeute, là, et surtout sur le volet santé mentale, comment est-ce que, lorsque vous avez des clients qui viennent chez vous et qui ont de l'anxiété, qui ont déjà vu un psychologue, là,
Comment est-ce que vous faites pour les aider? Ah oui, Parfait. l'ergothérapie en santé mentale. Donc, l'ergothérapie, c'est une pratique dans laquelle en général, pas juste en santé mentale, mais on regarde comment une problématique de santé ou une problématique au niveau situationnel, d'environnement, tout ça a un impact sur le quotidien des gens, sur le fonctionnement des gens dans toutes les sphères de vie, c'est-à-dire au niveau du travail, des loisirs, de la famille, vie domestique, de la vie sociale, de prendre soin de soi. Alors, on regarde cet impact-là. Donc, on est plus connu, je dirais, en santé physique ou par exemple, quelqu'un va se blesser à un bras, puis on va venir rééduquer pour on travaille souvent conjointement avec les physiothérapeutes et tout ça. En santé mentale, au lieu, par exemple, en santé physique, mettons, ça serait la douleur qui serait qui empêcherait les gens d'avoir une pleine mobilité de leurs bras ou de la pleine force. Ben, dans un contexte de santé mentale, ben, ça va être l'anxiété, par exemple, qui peut être un facteur qui nuit au rendement, la perte d'énergie, la difficulté à gérer les émotions. Alors, on va adresser ces enjeux-là pour aider à rétablir le fonctionnement là, dans l'ensemble des sphères de vie. Donc, je travaille souvent avec des gens qui sont en arrêt de travail. Je les aide justement à retrouver l'équilibre dans leurs activités puis être capable de reprendre le travail, tout en la conciliation travail-famille. Mais pas juste, on parle beaucoup de travail-famille, mais c'est pas juste justement travail-famille, c'est travail-famille, loisirs, vie sociale. C'est l'ensemble de nos sphères de vie qui va faire en sorte qu'on Mhm. va retrouver l'équilibre global et la santé. Et c'est quoi la marche afghane? Je me suis éduquée un tout petit peu. C'est une technique que vous utilisez en En fait, ergothérapie? c'est pas spécifique à l'ergothérapie. J'ai suivi OK. une formation de cohérence cardiaque il y a plusieurs années. Je donne des formations en cohérence cardiaque et Dr. O'Hare, qui est la sommité en cohérence cardiaque, parle dans ses formations, fait mention de la marche afghane. Alors, dans les dernières années, je suis allée me former comme instructrice et c'est une marche où on vient synchroniser des rythmes respiratoires à nos pas. Alors, ça m'interpelle énormément. Et puis, c'est pas comme tel quelque chose que j'utilisais couramment dans ma pratique d'ergothérapie, mais c'est une pratique qui est très, très concordante avec l'ergothérapie parce qu'on a des bienfaits justement dans toutes les dimensions de l'humain, autant des bienfaits physiques au niveau d'améliorer la santé cardiovasculaire, des bénéfices au niveau mental pour diminuer le stress, diminuer l'anxiété, des bénéfices au niveau cognitif d'aider à améliorer l'attention et des bénéfices au niveau plus spirituel, c'est-à-dire d'aider à la connexion à soi, le processus méditatif et tout ça. Alors, c'est très, très holistique, ce qui m'interpelle énormément. Puis d'ailleurs, mon prochain ouvrage que je suis en train d'écrire va être axé sur justement la marche afghane, qu'on appelle aussi la marche en pleine présence. OK, donc il y a un Il y livre a qui un s'en livre qui vient. s'en vient, effectivement, qui est en finalisation, là, révision de manuscrit actuellement. Et c'est quoi le format dans ce cas-là? Est-ce que c'est plus un guide ou c'est Ça va être encore un plus un roman? guide dans ce contexte-là, mais un guide, c'est un guide de voyage intérieur, si je peux dire. Genre, c'est un voyage où les gens vont être Ouais. invités à voyager certaines, en fait, 54 destinations à l'intérieur d'eux-mêmes. Alors, c'est vu comme si chacune de ces destinations-là était un pays intérieur et puis des destinations comme l'honnêteté, comme la confiance, comme l'amour de soi, comme la bienveillance. Alors, je vais m'improviser un peu comme guide touristique et ça va être à travers justement des écrits et qui vont amener des réflexions sur soi et un volet dynamique aussi où on va s'engager dans les rythmes de la marche afghane pour venir se connecter à soi dans l'exploration de ses destinations intérieures. C'est drôle, c'est intéressant, ça a l'air intéressant, justement, le concept de voyage intérieur, mais les destinations qui sont en fait Alors, c'est drôle, là. Ça a l'air intéressant pour vrai. j'ai beaucoup de plaisir et j'espère que les Si lecteurs on auront revient tout autant de plaisir à le lire et à s'y engager. si on revient un peu sur l'ergothérapie, vous parliez tantôt de, oui, équilibre, vie familiale, travail, vie familiale, mais il faut élargir un tout petit peu ça, vie sociale, et cetera, et cetera. Quelle est selon vous l'erreur numéro un que les gens font, qui fait que Hank s'invite chez eux? Une des erreurs numéro un, c'est justement cette perte d'équilibre-là. Alors, la perte d'équilibre Mmh, de vie, puis c'est ironique un peu puis c'est la première fois en fait que je prête attention dans ces termes-là, tu sais, le fameux équilibre travail-famille. Alors que quand oui, les problèmes s'invitent, c'est que les gens sont tous dans le travail-famille. Il y a juste ça qui occupe leur vie. Travail, famille, activité domestique, parce que souvent, je vais relier ensemble famille, vie domestique, là. Tu sais, faire les repas, faire le oui, c'est lavage, vrai. faire le ménage et tout ça. Donc, les gens s'oublient complètement et l'anxiété, qui est un mécanisme de défense pour préserver notre intégrité physique et mentale,
elle vient sonner l'alarme en nous disant: Mhm. «Hey, tu es en train de t'oublier, toi, comme individu. Parce que tu es au Mhm. service de ton employeur, tu es au service de ta famille, puis de prendre soin de ta maison, tout ça. Mais qu'en est-il d'être à ton service, à toi, et d'avoir de la place pour nourrir des passions, nourrir des loisirs, nourrir des choses qui t'animent et qui ne servent à rien à personne d'autre qu'à toi comme individu?» Et c'est ça, les loisirs. Les loisirs, c'est Mhm. la seule sphère de notre vie qui donne rien aux autres. Tu sais, si vous faites du piano, ou vous faites de la peinture ou du dessin, ou vous jouez au hockey, ou vous faites du yoga, si demain matin vous arrêtez Ouais, ces pratiques-là, ça change rien dans la vie de personne, à part la vôtre. Alors que ouais, si vous décidez de pas rentrer travailler, ou vous décidez de plus faire les repas à votre famille, de plus faire de lavage, ça va déranger quelqu'un. Alors, c'est ça, des fois, c'est ouais. intéressant, et c'est ça que le livre, justement, amène de manière dans l'histoire. On va amener ces pistes-là aussi, de par le comportement. On voit un petit peu, justement, vous parlez du personnage principal de Julie. On voit avant là, que officiellement, là, Anxiété décide de déménager chez elle. On voit un petit peu ce qui a mis la table dans ses comportements et qu'est-ce qui s'est Ouais. passé pour que finalement ils disent: «Hey, c'est sérieux, j'essaie de t'avertir, là, juste comme ça en passant, mais je pense que tu vas avoir besoin que j'aille rester chez vous pour qu'on se parle, là.» Alors c'est ça. Et un des enjeux majeurs, c'est le déséquilibre de vie et la perte des loisirs et de la vie sociale, qui fait en sorte que prend de moins en Ouais. moins soin de l'individu lui-même. Et là, l'anxiété veut bien sonner l'alarme parce que c'est la menace à l'intégrité mentale, qui est, ben, tu es en train de te perdre. Tu es en train de perdre ton essence de personne. Julie, justement, c'était une Ouais. overachiever, là. Je veux dire, oui, parfaite maman, faisait tout ce qu'il fallait à la maison. Elle fait tout ce qu'il faut au travail. Tout est beau partout, sauf elle s'oublie petit à petit. Du coup, je me dis, OK, l'anxiété, on en parle beaucoup, 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 beaucoup dans la société actuelle. Et c'est l'éternel débat de, OK, avant, on en parlait moins, ou en tout cas. Du coup, je me dis, c'est le débat, comme je disais, éternel. Est-ce que avant les gens avaient plus, peut-être du support de leur famille? Est-ce qu'ils avaient plus de loisirs? Est-ce qu'ils étaient plus dans l'écoute d'eux-mêmes? Ou alors ils étaient plus, c'est quelque chose aussi qui était plus tabou de dire, OK, j'ai un problème de santé mentale et je me sens pas bien. Quelle est la différence entre avant et maintenant? Parce que l'anxiété, tout le monde en parle. On dirait que tout le monde a un chez lui, là, à ce moment-ci, Ben, en fait, selon je vous. pense qu'il y a 2 volets. Puis ça, ben, c'est une vision personnelle parce que c'est difficile nécessairement de dire pour sûr. Mais en Mhm. fait, je pense que c'était tabou, donc les gens n'en parlaient pas et les gens ne savent pas non plus. Il y a une différence entre de l'anxiété problématique et de l'anxiété passagère. En ce sens, tu sais, il y a Mhm. des gens, par exemple, dans les salons du livre qui passent devant mon kiosque puis qui nous disent: «Ah, moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, de l'anxiété, je connais pas ça.» Mais c'est pareil comme quelqu'un qui dirait: «Ben, moi, j'ai jamais eu de douleur de toute ma vie.» Ce qui est impossible, là. Dans une vie, là, Mhm. tout le monde s'est cogné le petit orteil sur le bord de son lit ou sur le bord d'un bureau à un moment donné, là. Tu sais, c'est impossible d'avoir jamais eu zéro Ouais. douleur. Mais est-ce que tu as eu une douleur persistante qui t'a empêché de fonctionner puis qui a nuit à ton rendement? Non, pas nécessairement. Alors, l'anxiété, d'un, c'est la même chose. Tout le monde en a eu parce que les 2 mécanismes de défense du corps pour préserver l'intégrité physique et mentale, c'est la douleur et l'anxiété. Tout le monde a déjà eu de l'anxiété, mais des fois, c'est passager, tu te sens pas bien, puis ça passe, tu sais, tu fais pas de cas de ça. Alors, il y a ça. Puis, si Mhm. c'était plus problématique, ben, avant, c'est comme ça, c'était tabou d'en parler. Il y a l'autre côté, comme vous disiez tantôt, Julie, une hyper performante, l'overachiever, c'est de plus en plus vrai pour beaucoup de monde. Alors qu'avant, si je recule, tu sais, moi j'ai 55 ans, quand je retourne enfant, ben mes parents travaillaient, mais le soir, là, j'avais pas un cours de karaté, de natation, de danse. Sur une classe de 25 élèves au primaire, je me rappelle, il y avait une fille qui faisait du patin artistique, puis une qui faisait du ballet jazz, là, tu sais. Alors que maintenant, c'est l'inverse. Sur une classe de 25, il y a Ouais. peut-être 2 enfants qui font pas d'activité parascolaire et que les parents, après leur journée complète de travail, ben, courent un peu partout. Ce qui fait que le rythme de vie actuel aussi, et il y a beaucoup de pression sur les parents. Pour être un bon Ouais. parent, ben, faut que tu stimules ton enfant, faut que tu l'occupes, faut que tu y trouves des activités. Ce qui était pas le cas, nous, quand on était enfants. Tu sais, on jouait, puis on allait dehors, puis on jouait entre nous autres. Nos parents organisaient pas grand-chose pour nous autres, là. Exact. Les enfants se gardaient entre eux, en Oui, fait. on avait de l'amour, on avait de l'encadrement, de la supervision, mais tu sais, moi, les semaines de relâche ont commencé, je pense, quand j'étais au secondaire, qu'on a introduit ça. Puis c'était comme, ben là, nos parents, la semaine de relâche, là, ben, tu
on était à la maison, puis on s'amusait à faire les loisirs puis les jeux qu'on aimait faire, là. C'était une semaine de congé pour nous. Nos parents n'étaient pas assez d'organiser, bon, qu'est-ce qu'on va faire comme activité pendant la semaine de relâche pour pas que mon enfant s'ennuie, hein? Alors là, on a Ouais. je pense, on a la phobie de l'ennui dans la société actuelle. On veut pas C'est vrai, s'ennuyer ça. nous-mêmes, alors on est tout le temps en train de s'occuper à toutes sortes de choses. On veut pas que nos enfants s'ennuient. Et je pense que c'est un des éléments qui amène l'anxiété parce que l'ennui, c'est nécessaire. L'ennui, moteur de Exactement. création, tu sais, j'aime dire, Et ce que j'allais dire, je me... c'est ça. Ma mère me Exactement. disait, moi, quand j'étais enfant, puis que, tu sais, des fois, j'allais voir ma mère, puis j'étais comme, ah, c'est plate, là, je sais pas quoi faire, je m'ennuie, tu sais. Et ma mère me répondait, ben, ennuie-toi, puis quand tu seras tanné, tu trouveras d'autres choses à faire. Alors, c'est ce que, Exact. Je me souviens très bien moi-même lorsque j'étais jeune et que je m'ennuyais. C'est effectivement là que les idées me tombaient dans la tête sur des affaires que ben, j'avais des questionnements avant et c'est à ce moment-là que les réponses sortaient. c'est L'ennui, c'est nécessaire. nécessaire. Et c'est ça, je Effectivement. pense, qui arrive, l'ennui et le délai de gratification, l'attente, la patience, c'est des compétences qui sont nécessaires, mais qui de moins en moins sont Et le cultivées silence. parce qu'on occupe, on distrait l'enfant, tu sais, on va au-devant de ses besoins, ce qui fait qu'à un moment donné, la société n'ira pas au-devant de tes besoins, n'ira pas, tu sais, ne va pas répondre à tout de suite. Donc, je pense que c'est là que se sème la différence entre les générations passées puis actuellement. C'est que là, on commence à voir les enfants et les adultes qui n'ont pas consolidé nécessairement ces compétences-là de gestion d'ennui, la patience, le délai de gratification. On commence à en voir les répercussions, d'après moi. Hein. C'est une hypothèse que je soulève qui peut expliquer les différences euh, avec le passé. Non, non, c'est très important ce que vous disiez justement. Il n'y a pas de délai dans la gratification. On veut de la récompense tout de suite, rapidement. Alors qu'avant, on savait qu'il fallait d'abord produire des efforts, espérer avoir une récompense. Et on l'attendait, cette récompense. Maintenant, ben, non seulement il y a des récompenses pour tout et n'importe quoi. En vérité, là, c'est vrai, les enfants leur donnent des récompenses juste parce ils show Oui, up, exact. let's say. Les enfants avant, il suffisait pas juste de Oui, show exact. up, là. Et, et la gratification doit être instantanée, sinon l'enfant refuse de continuer. C'est vrai que présentement, c'est en effet. Mais est-ce qu'il y a des études qui vont un peu, anticipent un peu c'est quoi vraiment les répercussions de tout ça sur les Je ne générations qui saurais s'en pas vous viennent? dire, mais je pense que ça part, ça part par l'adulte. Ça part par l'adulte de devenir conscient aussi de nos comportements. C'est facile de se laisser Hum, happer parce que oui, les enfants vont reproduire aussi les comportements des adultes, là. L'enfant, c'est pas la faute de l'enfant, ce qui se passe ouais, là, tu sais. Et nous, comme adultes, puis même des gens qui, comme moi, je disais, j'ai pas été élevé, tu sais, cellulaire, c'est loin d'exister quand j'étais un enfant, et toute cette technologie-là, il y avait pas d'ordinateur, il y avait rien. ouais, Mais même nous, maintenant, comme adultes, on est rendu happé par ça, tu sais. J'ai dû, moi, dans les derniers mois, j'ai pris ouais. conscience que, même si je suis ergothérapeute, puis je le sais des impacts de ça, ben, je dînais avec mon cellulaire, j'allais à la toilette avec mon cellulaire, puis tu sais, et j'ai tout arrêté ça depuis environ 2 mois où j'ai arrêté de manger avec mon cellulaire, où j'ai arrêté de le traîner partout dans la maison avec moi. Je me suis donné comme code 2 heures avant de me coucher, j'ouvre plus mon cellulaire. Et c'est phénoménal les changements qui se sont opérés, tu sais, au niveau d'un sentiment justement de calme, une clarté mentale, un meilleur sommeil, une meilleure digestion. Tu sais, c'est quand même assez fou, là. Et je ne suis pas de cette génération-là Ouais. qui a grandi avec ça. Alors, on est tous happés par ça. Puis la première chose, ben, c'est de devenir conscient, puis c'est de dire, ben, gars, faisons une expérience, parce que c'est comme si on est un peu dans un déni aussi de, on aime ça jouer à nos petits jeux sur notre téléphone. Puis on aime, tu sais, on se dit, bah, ça doit pas être si Ouais, ouais. grave que ça. Qu'on essaie de se convaincre que c'est correct. Mais voyons-le comme une expérience. Regarde, je fais une expérience pendant un mois, un petit peu comme tu sais, le mois sans alcool, là, février, je pense qu'il y a le mois. Bon, ben, faisons une expérience comme ça, de dire, regarde, je fais un mois où je réduis ma consommation numérique pour voir l'impact que ça va avoir. Puis de là, je pense que si, comme adulte, on présente un modèle différent aux enfants,
ben ça va les aider, ça va clairement les aider là, dans le développement. Et ça va vite, hein. À coup de vidéo de 15 ou 30 secondes, on se retrouve 2 heures, 3 heures là-dessus sans Oui, s'en rendre absolument, compte, là. absolument. Et moi, ce qui me fait peur un peu, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on doit agir aussi parce que, ben, les enfants Exact. copient ce qu'on fait. Mais comment pouvoir avoir un impact réel? Oui, on peut faire ça à la maison, mais ça prendra quelque chose de fait en groupe. Ça prendra la Qui va communauté qui fera un tout petit peu de sa part. Sinon, j'ai l'impression que ce sera juste on fera juste même frustrer davantage les enfants parce que les enfants vont dire, mais mes amis, eux, ils ont le droit de continuer, je sais pas moi, à utiliser leur ordinateur, leur téléphone jusqu'à quand ils veulent. Pourquoi à la maison? Pourquoi nous, on n'a pas le droit? Comment, en tant que communauté, pouvoir arriver à cette conscientisation ensemble pour que ça s'arrange, là, pour que ça change? ça demande justement davantage de conscientisation. Je pense que ça part à la maison, puis on veut que ça se propage à l'école, entre autres. On est en train, dans Hum, certaines écoles, certains pays, de faire un pas de recul avec les tablettes qui avaient été introduites en classe pour réaliser que ben, c'était pas nécessairement une bonne idée. Ils ont interdit là, le cellulaire au secondaire, à l'école. Alors, tu sais, déjà là, puis tu sais, même les jeunes qui étaient très réticents au départ, ben après, à la fin de l'année, même avant, les jeunes étaient tous contents, beaucoup plus de participation aux activités parascolaires, beaucoup plus d'échanges entre eux. Ça a même eu un mhm. impact à la maison, tu sais, que les jeunes qui ont été interviewés disaient, ben, même chez nous, j'ai comme moins le goût d'être sur mon téléphone. Puis je vais plus jaser avec mes parents, je vais plus là, tu sais, de réintroduire aussi ce rythme-là des repas. Tu sais, moi, chez les repas, c'était sacré, qu'il y avait Oui, non, c'est c'était sacré, sacré. c'était un moment d'échange, c'était un moment de se déposer, de parler ensemble, de voir comment ça s'est passé, de connecter un à l'autre. Tu sais, c'est tous des éléments, ça, la connexion à soi et à l'autre. Tu sais, on parle des besoins fondamentaux de l'être humain, tu sais, la pyramide de Maslow, qui est des besoins physiologiques, le besoin de sécurité, le besoin d'appartenance, le besoin d'estime et d'accomplissement. Ben, si on n'a pas cette occasion-là, parce qu'on est toujours en train de juste de même scroller à l'infini, parce que c'est infini, là, Instagram, Facebook, Ouais. TikTok, t'arriveras pas au bout de tout ça, là, tu peux être là. Non, il y a pas Ben de bout, non, il il y y a a pas de une fin. fin à ça, là, tu sais. Ce qui fait que pendant ce temps-là, on n'est pas en train de nourrir des connexions, on n'est pas en train de développer, on n'est Mmh. pas en train de se réaliser. C'est tous des éléments qui, justement, peuvent amener l'anxiété à se présenter dans notre vie. Et les repas pour vrai, ce que vous disiez, c'est très, très important, c'est très sacré. Parfois, lorsqu'on on se documente un peu, je parle de la vie de couple, on dit non, pour pouvoir maintenir la passion dans le couple, la communication dans le couple, blablabla, il faut continuer à se dater, il faut continuer à dater ton Oui. ton partenaire. Pour moi, les repas de famille, c'est continuer à dater sa Exact. famille. Vous êtes en famille le soir, c'est le moment de catch-up, comment s'est passée ta journée, comment de savoir, de prendre un peu le pouls sur chacun des enfants, chaque personne de la famille. Ça permet de se reconnecter. C'est des moments que, ben, toute la journée, tu te dis, oh, la journée, ça passe pas bien, j'aime pas mon boss, j'aime pas mon professeur, mais au moins quand je serai à la maison, j'aurai cette chaleur-là avec mes enfants, on va pouvoir discuter. C'est très, très important. Les gens de nos jours, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était sacré. Mais au fur et à mesure, comme vous disiez, la technologie, tout le monde a son petit écran, il y a une télé dans chaque pièce à la maison, les enfants des tablettes par-ci, par-là, aux toilettes, dans la chambre, dans la salle de jeu, les téléphones. On mange devant la télé, on mange devant sa tablette, c'est chacun qui a son téléphone devant soi, même si on est tous à table. C'est des choses que, comme vous disiez là, il faut qu'on prenne un peu plus de recul, qu'on arrête, qu'on reparte aux vraies connexions, à la vraie communication avec les gens qui sont les plus importants pour nous, en fait. Donc, non, non, je comprends L'ironie, c'est très, qu'on très est dans bien. l'ère des communications et on n'a jamais aussi peu communiqué, tu sais. Alors, Exact. des gens qui sont au restaurant puis sont chacun sur leur cellulaire, Exact. alors que cet espace-là, puis j'aime ça comment vous disiez ça en famille, hein, c'est de savoir, il y a quelque chose de réconfortant et de sécurisant, de savoir que j'ai un espace de bienveillance où partager mes joies, Ouais, mes peines, mes inquiétudes, quand je vais arriver chez moi, que je sais que je vais être ouais, accueilli, que je vais avoir à table mon droit de parole pour être entendu ouais. par des gens qui sont importants pour moi. C'est ultra, ultra, ultra important, ça. Mmh. Restons un peu dans le domaine de la famille et revenons un peu à l'anxiété, justement. Je pensais au mari de Julie,
qui au départ, c'était comme un personnage un peu secondaire, mais j'ai beaucoup d'anglicisme, désolé, mais il a step up, là. Quand il a fallu que Julie prenne du recul, se reconcentre sur toi. Merveilleux gars, il a joué son rôle, il a été un soutien pour ses enfants, pour sa femme, pour toute l'équipe. Puis je me disais, parfois l'entourage ne sait pas trop comment réagir dans ces situations-là. Lorsque tu as quelqu'un qui est comme ça, un burn-out, qui prend un arrêt de travail, quel conseil donneriez-vous à la famille, aux proches, pour pouvoir aider sans Ben, asphyxier la personne qui est à côté de... moi, Oui. je pense que le mot d'ordre, c'est la bienveillance. C'est d'être là en soutien, sans jugement, parce que c'est le plus gros problème des gens avec l'anxiété, c'est le sentiment justement d'être jugé, le sentiment de pas être légitime dans ce qu'ils vivent, parce que c'est Mhm. invisible, l'anxiété. Et souvent aussi, ben, les gens vont avoir toutes sortes de symptômes parce que c'est varié, les symptômes d'anxiété, puis ça se présente pas toujours sous forme de, de symptômes mentaux. Tu sais, des fois, c'est des symptômes physiques, de difficulté à respirer, de sudation excessive, de tremblement. Et souvent, parce que les gens vont être investigués, exemple, j'ai un client qui son problématique était des sudations excessives et il avait investigué vu que c'était une manifestation physique, on avait investigué du côté Mhm. physique et on trouvait jamais rien, tu sais, parce qu'il y avait pas rien de physique, justement, tu sais. Et des fois, les familles, ben, vont dire, ben, coudonc, tu sais, est-ce que c'est légitime? Est-ce que la personne a fake? Parce que, coudonc, on trouverait quelque chose, ça elle avait vraiment quoi, tu sais. Alors, c'est important d'être Ouais. là en soutien, puis d'être là, de croire la personne, puis de dire, regarde, je comprends pas nécessairement tout ce que tu vis parce que je l'ai jamais vécu, mais je t'accompagne dans ça, puis je te crois, tu sais, de pas minimiser, de sous-estimer l'impact que ça a chez les gens. Les gens ont besoin de se sentir accompagnés, ont besoin de se sentir reconnus. Et des fois, justement, ben, c'est d'offrir cette aide-là, comme le conjoint de Julie dans le livre, tu sais, qui a pris un peu, elle avait le rôle un peu comme de leader familial. Alors, il l'a aidé Ouais. à prendre, tu sais, à être capable de prendre du recul sans se sentir coupable. Je pense que c'est beaucoup ça, tu sais, c'est d'aider la personne, de l'épauler pour diminuer. Il y a souvent ce sentiment-là de culpabilité chez les gens qui doivent ralentir à cause de l'anxiété. Et oui, ça affecte souvent les hyper-performants. Alors, j'ai jamais vu un paresseux tomber en burn-out, là. On va se le dire. Fait que ça tombe souvent chez l'hyper-performant qui a le réflexe facile de se sentir coupable, de ne plus être capable de donner le rendement donné, tu sais. Alors, d'être là dans la bienveillance, de dire, hey, regarde, comme on dit justement en anglais, I've got your back, tu sais. Je suis là pour t'épauler puis te soutenir. C'est précieux. D'ailleurs, j'ai Ouais. des gens qui ont fait la lecture d'anxiété comme accompagnateurs, tu sais, pour justement aller chercher des Ouais. pistes puis dire comment je peux aider à être plus présent puis comprendre davantage qu'est-ce que mon conjoint ou ma conjointe Mm. vit. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment important aussi parce que dans la société actuelle, on demande beaucoup, beaucoup au monde. Je prends l'exemple. OK, moi, j'ai 45 ans. Une femme de 45 ans aujourd'hui, OK, il faut que tu sois in shape. Faut que tu cours, tu fasses du sport, que je sais pas, 3, 4 fois par semaine. Il y a un minimum à faire. Tu as des enfants, il faut que tes enfants soient parfaits. Il faut les notes soient parfaites, bien éduquées, blablabla, etc. Faut que tu aies une belle job. Faut que tu fasses au moins 1, 2 voyages au sud par année. Il faut que si tu as un conjoint, que tout se passe bien. Il faut que tu puisses en même temps aussi aider tes parents, qui aussi sont vieillissants. Bref. Tout ça, c'est en ayant une maison parfaite, le chalet à je ne sais pas où, et puis encore whatever. C'est comme tout doit être à 100% parfait. Il faut être, comme vous disiez, chaque sphère de ta vie, ça doit être impeccable. Et on n'a plus le temps de s'arrêter, de se retrouver, de se demander, mais Jocelyne, est-ce que tu fais ce que tu veux faire en ce moment-là? Et qu'est-ce que tu veux? Parfois, on oublie même ce qui on est, ce qu'on veut, on oublie tout ça parce qu'on est guidé par une idée idéale de ce qu'on doit faire que on est pris dans un genre on est comme des souris, Et là, hamster, des hamsters qui tournent la roue indéfiniment, là. C'est comme, effectivement, les enfants, ils copient. exact. Les enfants copient et puis leurs enfants vont copier si ça Et s'arrête c'est pas. ça que l'anxiété amène, c'est ce temps d'arrêt forcé-là pour se poser ces Mm. questions-là. Et ce que je dis aux gens, c'est que t'as pas Mm. besoin d'attendre que ce soit anxiété qui te fasse arrêter. Tu peux prendre 10 minutes par Ouais. jour, 15 minutes par jour pour te déposer puis dire, faire un bilan.
puis réfléchir, est-ce que j'ai aimé ma journée aujourd'hui? Tu sais, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je fais pour moi dans ma semaine? Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a fait plaisir, qui m'a nourri comme personne? Et là, des fois, les gens vont répondre 15 minutes. Oublie ça, moi, 15 minutes. J'ai pas 15 minutes de temps à m'arrêter et à faire une petite introspection. Tu sais, entre le Ouais. lavage puis le travail puis l'enfant. Ouais. Et là, ça, moi, j'ai fait une statistique là-dessus. Si on dort, il y a Ouais. 86 400 secondes dans une journée. Alors, si on dort 8 heures par nuit, il nous reste 57 600 secondes réveillées dans la journée. 15 minutes Mhm. représentent 1,6 de la journée réveillée. Alors, quelqu'un qui me dit, je n'ai pas 15 minutes à investir pour voir si je suis bien dans ma propre vie puis prendre soin de moi, ben c'est une très bonne raison pour anxiété de venir se manifester puis dire, hey, t'es prêt à disparaître de ta propre vie. Tu me dis que t'as même pas 1,6 de ta journée à investir pour toi. Menace à l'intégrité mentale, anxiété vient rester chez vous. Pas jour 1, mais si au fil du temps, ça fait des semaines, des mois, des années Ouais. que c'est comme ça, ben, anxiété va se manifester. Puis quand les gens arrêtent, c'est souvent que ça fait longtemps qu'anxiété, ils essayent, là. Longtemps, là, Ouais, ouais, ouais. qui donnent des signaux, tout ça. Puis à un moment donné, ben, ils embarquent, ils multiplient les symptômes, ils multiplient les stratégies pour se faire entendre, pour ralentir, puis t'obliger à le prendre ce temps-là. Mais en fait, Ouais. je pense que c'est Ouais. ultra important de se poser cette question-là, puis de mettre un petit 15 minutes, minimum 15 minutes par jour. Parce qu'on s'entend, 1 heure, là, c'est 4 de ta journée réveillée, là. Fait que c'est, mettons, 1,6. Fait que 6-7 de ta journée réveillée, ce qui est pas tant que ça, là. Et moi, Ouais. il y a beaucoup de livres qui sont écrits là-dessus. Tout se joue le matin, 5 minutes le matin. Il y a plein de livres dans ce genre-là qui viennent amener le pouvoir d'introduire ce 15 minutes-là, là, ou ce 30 minutes-là, le matin. Et la puissance de ça, c'est que de un, t'es frais et dispo. Parce que souvent, on va se dire, ah, j'adore ça, lire. À soir, je vais lire, tu sais. Ou à soir, je vais faire telle affaire. Mais là, tu arrives le soir, là, après ta journée de travail, puis toutes tes tâches, puis prendre soin des enfants, puis tout ça. Là, le temps, là, t'es fatigué, t'es brûlé, t'as plus le goût, là. Ou si tu c'est pas du temps de Ouais. qualité que tu t'offres, là. Alors, l'idée, c'est de réfléchir à un moment où tu vas t'offrir du vrai temps de qualité. Et là, tranquillement, mais si anxiété s'était introduit, il va commencer à comprendre, OK, OK, je trouve ça intéressant ce que tu es en train de faire. Je vois un changement. Ça me rassure. Je vais prendre un petit peu de recul. Je vais prendre un petit peu de distance. Anxiété prend un petit peu de distance. Mais c'est sûr que si tu retombes dans tes patterns de ne pas prendre soin de toi, il va revenir, là. C'est sûr qu'il va revenir. Puis il peut revenir plus Ouais. vite parce que il est juste là à côté, là. Il surveille. C'est pas comme si tu as toujours bien fait ça. Parce qu'on l'a tous, le personnage d'anxiété à l'intérieur de nous. Mais on veut le garder assis dans un coin dans son fauteuil, puis il se berce. Puis il ne dérange pas, il surveille. Tant que tout va bien, tout va bien. Christine, question pratico-pratique. OK. Je décide, moi, aujourd'hui, je vais me booker mes 15 minutes. Allez, Ouais. mettons même 30. 30 minutes par jour. OK. Ce sera pour moi, pour mon bien-être, me recentrer, tout le kit. Comment m'assurer que ces 30 minutes-là soient utilisées comme il faut? Parce que je me connais très bien et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi. Quand je vais me prendre mes 15-30 minutes, tout ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est penser à ce que je dois faire et que je ne suis pas en train de faire. Comment pouvoir me recentrer à ce moment-là et utiliser ce temps-là Mais je comme il pense faut? que l'idée, tu sais, souvent, on va se faire un horaire de nos occupations, tout ça. Et c'est de le mettre à l'horaire Ouais. et de mettre aussi les bénéfices. Tu sais, de lister les bénéfices OK. et c'est sûr qu'au début, on va avoir tendance, nos pensées vont avoir tendance à errer parce que c'est pas une pratique ritualisée. Exact. Mais si on documente, je pense qu'au départ, c'est de faire cet exercice-là, tu sais, c'est de dire qu'est-ce que je veux faire dans cette 30 minutes-là pour pas chercher, parce que c'est sûr que si vous arrivez à votre 30 minutes, c'est comme, ah, OK, je fais quoi, là? Là, vous allez avoir perdre votre temps, puis là, ça veut dire, mais là, je perds mon temps alors que je pourrais être en train de partir ma brossée de lavage, puis je pourrais être en train d'avancer quelque chose. Alors, c'est important de consacrer peut-être les premiers 30 minutes à l'organisation, à dire, bon, ben, OK, voici ce que je veux faire. J'ai toujours voulu, je sais pas, moi, Ouais. faire de l'écriture, faire de la lecture, faire Ouais. un journal créatif, aller marcher, peu importe qu'est-ce que c'est, ben, de décider d'avance, puis de planifier d'avance. Et moi, je dis, si c'est quelque chose dans votre, que vous faites exemple, vous faites de la lecture, ben, créez-vous une petite pancarte, là, tu sais, en accroche-porte, là, en ressourcement, ne pas déranger. On accroche ça après la porte.
On informe la famille parce que c'est facile. Puis les gens de votre entourage ne seront pas habitués à ça. Ils ne seront pas habitués au fait que vous n'êtes pas 100% du temps disponible. Donc, après qu'on ait des jeunes enfants Mhm. de 2 ans, 1 an, 2 ans, là, où là, ben, faut mettre le conjoint dans le coup pour dire, mais pendant que je fais ma demi-heure, occupe-toi des enfants pour que moi, j'ai ce temps-là, puis tu sais, on s'échange ça. Quand toi, tu prendras ton temps, je prendrai le relais. Mais de s'assurer qu'on met ça dans la famille dans le coup aussi, parce que c'est facile de se laisser happer par les autres demandes, puis finalement, ben, on finit par pas le faire. Et quand nos pensées errent dans la culpabilité, ben, on revient à regarde, je fais pas ça pour rien, je suis en train de prendre soin de moi pour telle raison. C'est ça les bénéfices que je vais retirer de cette pratique-là. Et plus que vous allez le faire, ben là, vous allez voir les bénéfices se manifester et là, ça va Ouais. devenir plus facile. Un peu comme quand on s'entraîne au début, mais on voit pas de résultat. C'est pas facile. Mais à un moment donné, quand tu commences à réaliser que tu es plus fort, que tu montes les escaliers plus facilement, que c'est plus facile de ramener tes sacs d'épicerie, que tu prends tes enfants dans tes bras plus facilement, là, c'est le fun de s'entraîner. Mais ça prend quand même un certain temps avant qu'on commence à voir ces bénéfices-là se manifester. Et c'est là de s'accrocher aux bénéfices futurs. C'est un enjeu majeur et et de comprendre, comment je pourrais dire, de conscientiser pourquoi c'est important pour vous de faire cette démarche-là. Puis, tu sais, je vous l'amène, c'est un changement Ouais. de rythme dans votre vie, de prendre ce temps-là. Et c'est le principe du changement. Alors, il y a 5 étapes au changement. Et souvent, ben, on va pas faire les premières, ce qui fait en sorte qu'on échoue. Alors, les étapes du Mhm. changement étant comme la visualisation. Ensuite, on a c'est la contemplation. C'est pas la visualisation, c'est la pré-contemplation, la contemplation, l'action et le maintien et la rechute. Parce que souvent, il y a Mhm. rechute. Et si on n'a pas prévu le coup, hein, un homme averti ou une femme avertie en vaut deux. Alors, si on n'a pas prévu qu'est-ce qui pourrait nous faire échouer, assez dur de pouvoir le déjouer. Mais c'est quoi la pré-contemplation et la contemplation qu'on fait pas? C'est que je donne toujours l'exemple de quelqu'un qui veut perdre du poids. Alors, mettons que vous voulez perdre du poids, et puis là, au stade de pré-contemplation, vous vous dites, oh, ouais, mais ma tante Gertrude, là, a vécu jusqu'à 85 ans, elle pesait 300 livres, elle a quand même vécu vieille. Tu sais, dans le fond, c'est pas si grave que ça. J'ai une couple de livres de trop, tu sais. Alors, au stade de pré-contemplation, c'est le stade où on se trouve des excuses pour rien changer. Alors, et après ça, tu as le stade de la contemplation où tu dis, ouais, c'est vrai que ma tante Gertrude a vécu jusqu'à 85 ans, mais la plupart du temps, elle était assise dans le coin des parties parce qu'elle était pas plus capable de participer. Puis, tu sais, elle Ouais. avait beaucoup de misère à marcher, puis elle se plaignait qu'elle avait mal aux jambes. Tu sais, fait que là, tu commences à réaliser, ouais, tu sais, c'est vrai qu'elle a vécu vieille, mais tu sais, as-tu vraiment eu une bonne qualité de vie? Fait que là, tu commences à voir des éléments, et c'est là, dans cette phase-là de contemplation, où tu contemples les bénéfices que tu aurais de passer à l'action. Non, Ouais, je vois. ces bénéfices-là. Ensuite, il y a le stade de préparation où là, on vient préparer justement qu'est-ce qu'on va faire. OK, je pourrais m'inscrire au Weight Watchers, je pourrais prendre des cours de nutrition, je pourrais rencontrer une nutritionniste. On prépare qu'est-ce qu'on va faire. D'où l'idée tantôt de 30 minutes, on Ouais. se prépare. Ça serait quand le meilleur moment de la journée? J'avertis ma famille de pas me déranger. Je décide qu'est-ce que je vais faire comme activité ou je vais prendre un cours ou peu importe. Ensuite, on passe à l'action, qui est de mettre en place ces stratégies-là, le maintien, et après ça, la rechute, c'est, je peux déjà, la personne là, qui va faire, mettons, qui décide de faire un régime, mettons, pour perdre du poids, là, ou qui décide d'aller au gym pour perdre du poids, ben, Ouais. si je lui demande, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver qui va faire que ça marchera pas? Les gens sont toujours capables de te dire qu'est-ce qui peut arriver que ça marchera pas. Ah, ben, ça me tente pas toujours d'aller au gym. Ah, c'est quand il neige, j'aime pas ça sortir. Quand il pleut, j'aime pas ça sortir. Quand il fait froid, j'aime pas ça sortir. Ah, le soir, je suis fatigué, j'aime pas ça sortir. Ils peuvent toutes te dire des raisons pour lesquelles ça fonctionnera pas. Et là, tu documentes toutes ces raisons-là pourquoi ça fonctionnera pas et tu trouves une façon de le déjouer. Fait que le jour où ça ne tentera pas, je me dis, ah ah, je savais qu'il y allait une journée où ça ne tenterait pas parce qu'il neige, mais j'ai prévu le coup. Puis, je me suis arrangée avec une amie qu'on s'est dit, hey, au gym, il va neiger. OK, les deux, on se coach ensemble, puis on y va. Alors, c'est ça Ouais. l'idée, tu sais, c'est d'avoir et de le faire cette étape-là de pré-contemplation où on documente nos bénéfices. Parce que sinon, quand ça va devenir difficile, on va dire, oh, ben là, dans le fond, ma tante Gertrude a vécu jusqu'à 85 ans. Et là, on va les faire les étapes de contemplation et on va tout arrêter.
Alors, super important de faire ces étapes-là, puis on augmente grandement nos chances de succès quand vient le temps d'introduire un changement dans nos habitudes de vie. Christine, on arrive bientôt à la fin. Du coup, je me demandais, qu'est-ce que vous pourriez dire à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent par rapport à votre livre? Quel est le petit pitch de vente que vous pouvez leur servir pour leur donner envie comme ça là, d'aller acheter Anxiété en librairie ou sur Amazon ou peu Mais moi, importe? je pense qu'une personne est à l'abri, justement, que l'anxiété vienne se manifester dans notre vie. Puis, c'est justement une lecture qui est facile, qui est ludique. Fait que c'est une belle façon de s'initier, dans le fond, à comprendre un peu les enjeux de comment faire pour s'assurer qu'on garde un bien-être dans notre vie ou nous aider à rétablir le bien-être dans notre vie. Fait que c'est un tout petit investissement de peut-être les gens me disent que ça prend 1 heure et demie, 2 heures environ à lire anxiété. Ah ben, quand on revient avec mes Exact, 15 oui, oui, oui. minutes, là, c'est pas un gros pourcentage. Si on le distribue sur une semaine, ça sera pas quelque chose qui vous coûte cher de temps et d'énergie pour ce que vous allez en retirer, soit pour vous, pour aider ou en prévention ou en accompagnement là, de quelqu'un dans votre entourage. Est-ce que vous avez l'impression que tout au long de l'entrevue aujourd'hui, il y a des points sur lesquels vous aurez aimé qu'on débatte, mais dont on n'a pas parlé du tout? Ben non, en fait, je pense qu'on a fait une belle tournée de l'anxiété. Dans autant à passer j'ai aimé les enjeux justement de société, de parallèles un peu entre pourquoi avant on avait l'impression qu'il y en avait beaucoup moins qu'il y en a maintenant. Alors, je pense que c'est réel, je pense que c'est pas juste une impression, là. Mais j'ai aimé ça, le tour de table qu'on a fait autour de Monsieur Anxiété. Un gros merci de m'avoir permis de participer. Puis c'est disponible sur leslibraires.ca dans plusieurs librairies. Parfait. Et si on veut en savoir plus sur vous, je pense que vous avez un site web. Est-ce que vous pouvez dire à ceux qui nous regardent, c'est quoi Oui, la l'adresse du site web, c'est christinechartier.ca. Alors, c'est facile. Et puis, sur le site, ben, vous retrouvez des informations sur le livre, ainsi que sur les conférences aussi. Il y a la conférence Aborder l'anxiété autrement, où je viens justement un peu inspirer du livre sur les enjeux principaux. On a parlé de l'équilibre de vie, mais sur les enjeux principaux qui font que l'anxiété va venir nous visiter. Des conférences sur justement la gestion d'énergie, gestion du stress, la cohérence cardiaque qui est exceptionnellement bonne pour nous aider au niveau de la gestion stress, anxiété et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et finalement, les formations et les conférences de marche afghane, là. Alors, que ce soit grand public ou Parfait, en entreprise, ça me fait plaisir de me déplacer ou en virtuel aussi. parfait. Et votre prochain livre sur le voyage intérieur, quand est-ce qu'on peut espérer le Ben là, lire? comme je le disais, il est en finalisation de manuscrit, donc j'envoie ça aux éditeurs prochainement. Là, rendu là, ben, on se croise les doigts qu'il soit disponible là, cette année ou l'année ou dans l'année prochaine, je l'espère. Ben, je vous souhaite bonne chance pour le livre et puis je répète que le concept a l'air vraiment, vraiment très intéressant. J'espère vous revoir, Ça a l'air vous nice pour ça. recroiser dans un salon du livre cette année. Puis, en tout cas, Ben oui, c'est quand le prochain auquel vous allez je suis au assister? salon du livre des Laurentides le 14 mars prochain. Parfait, j'habite à Ah, Laval, c'est pas loin. So, alors, 14 mars prochain, ça va être des ben, Laurentides. merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous. Passez une excellente journée. À vous aussi.